De la part de la juge qui a falsifié des preuves pour sauver l'emploi de son frère, à celui qui a emprisonné des enfants de 8 ans. Ces juges se croyaient intouchables. Malheureusement, ils sont sur le point de goûter à leur propre médecine de l'autre côté du banc. Dans le cas de l'ancien juge de Cleveland, Lance Manson, il comparaissait pour le plus odieux des crimes, un meurtre de sang-froid. Prenez place au tribunal du comté de Cuyahoga où se déroule cette affaire. Par une ironie du sort, Lance Timothy Mason a été juge à la Cuyahoga County Common Pleas Court, représentant le 25e district de 2007 à 2008. De 2002 à 2006, il a été membre de la Chambre des représentants de l'Ohio, où il a occupé le poste de whip adjoint de la minorité au cours de sa dernière année. En 2017, il a travaillé comme fonctionnaire pour la ville de Cleveland, sous la direction du maire Frank G. Jackson. On aurait pu penser que quelqu'un comme lui, avec sa vaste connaissance de la loi, se serait comporté différemment. Pourtant, le 17 novembre 2018, Mason a brutalement poignardé à mort son ex-femme Aisha Fraser devant leurs 2 enfants. Comme si cela ne suffisait pas, il a pris le 4x4 de son ex-femme et s'est enfui, percutant une voiture de police et blessant le policier qui se trouvait à l'intérieur avant d'être finalement arrêté. Avant le meurtre, Mason et Aisha avaient un mariage plutôt difficile. Une fois, en août 2014, il a été arrêté et accusé d'avoir battu sa femme alors qu'il était au volant et en présence de leurs enfants. Selon des proches, Mason était obsédé par l'idée de contrôler la vie de sa famille, à tel point que sa maison était truffée d'armes de toutes sortes, notamment des fusils semi-automatiques, des grenades fumigènes, une épée, des armes de poing et des munitions. Le 12 septembre 2019, Lance Mason a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 35 ans. Tout comme Lance Manson, Tracy Hunter est une autre juge qui a bien commencé, mais qui a déraillé. Toutefois, ce qui rend son cas particulièrement intéressant, c'est sa réaction lorsqu'elle a reçu le karma qu'elle méritait dans la salle d'audience. Rendons-nous au palais de justice du comté de Hamilton, dans l'Ohio, pour explorer les détails de l'affaire Tracy Hunter, et notamment les controverses entourant ses décisions en tant que juge. Le 25 mai 2012, Tracy Hunter a officiellement prêté serment en tant que juge du tribunal des mineurs du comté de Hamilton, première femme et afro-américaine à occuper ce poste. Cependant, fin 2013, elle s'est retrouvée au centre de plusieurs scandales, notamment l'antidatation de documents judiciaires pour aider son frère à conserver son poste. Le 10 janvier 2014, un grand jury du comté de Hamilton a inculpé M. Hunter pour 2 chefs d'accusation de falsification de preuves, 2 chefs d'accusation de contrefaçon, 2 chefs d'accusation d'avoir un intérêt illégal dans un contrat public, 2 chefs d'accusation de vol pendant l'exercice de ses fonctions et un chef d'accusation d'utilisation abusive d'une carte de crédit émise par le tribunal. L'accusation d'intérêt illégal concernait son frère Steven, alors employé par le tribunal des mineurs du comté de Hamilton en tant qu'agent pénitentiaire au centre de la jeunesse du tribunal. Steven était accusé d'avoir frappé une personne au centre. Quelques jours avant l'audience de Steven Hunter devant le comité disciplinaire du centre, Tracy Hunter aurait exigé des documents relatifs à l'incident et les aurait ensuite transmis à Steven Hunter. Alors qu'elle était juge, Tracy Hunter s'est livrée à de graves violations éthiques, notamment le népotisme, un tempérament judiciaire inapproprié et le refus de l'accès du public à son tribunal. Le 14 octobre 2014, le jury a déclaré Tracy Hunter coupable du chef d'accusation d'intérêt illégal dans un marché public et a suspendu tous les autres chefs d'accusation. Son avocat a demandé la clémence lors de l'audience, mais cela n'a pas influencé la décision du tribunal. Le 5 décembre 2014, le juge Nadel a condamné Tracy à 6 mois de prison au Justice Center, ainsi qu'à 1 an de travaux d'intérêt général et à une compensation financière pour les frais de justice. Ce qui s'est passé ensuite n'est rien moins que dramatique. En entendant sa sentence, Tracy a été tellement abasourdie qu'elle a dû être traînée hors de la salle d'audience. La réaction de Tracy Hunter à sa condamnation aurait pu être dramatique, mais celle de Mark Ciavarella Jr., un ancien juge de Pennsylvanie, a été très choquante, surtout lorsqu'il s'est retrouvé face à la mère de l'une de ses victimes. Prenez place au tribunal de district de Pennsylvanie où Ciavarella Jr. est confronté à la loi. En 1995, Mark Ciavarella Jr. s'est présenté comme juge dans le comté de Luzerne sur l'étiquette démocrate et a été élu pour un mandat de 10 ans. En 2005, il a été réélu pour un second mandat de 10 ans. Cependant, en 2009, il a été révélé que Ciavarella Jr. et un autre juge, Michael Conahan, étaient impliqués dans un système consistant à envoyer des enfants dans des prisons à but lucratif en échange de pots de vin.
Dans ce qui allait devenir l'un des pires scandales judiciaires de l'histoire des États-Unis, M. Chiavarella a été accusé de fraude sur les services honnêtes, de fraude électronique et d'évasion fiscale pour avoir reçu 2,6 millions de dollars de pots de vin de la part de Robert Powell et Robert Merrickle, respectivement copropriétaires et constructeurs de 2 établissements privés à but lucratif pour mineurs de la société PA Child Care. Il a placé en détention des enfants âgés de 8 ans à peine, souvent des primo-délinquants arrêtés pour des vols mineurs, des passages piétons, l'école buissonnière, le tabagisme dans l'enceinte de l'école et d'autres problèmes mineurs. Le juge ordonnait souvent que les jeunes qu'il avait déclarés délinquants soient immédiatement enchaînés, menottés et emmenés, sans leur donner la possibilité de se défendre ou même de dire au revoir à leur famille. De manière surprenante, Chiavarella nie ces allégations jusqu'à aujourd'hui. Avant que l'affaire et les accusations portées contre lui ne soient officiellement publiées, M. Chiavarella a démissionné le 23 janvier 2009. Le 9 septembre 2009, un grand jury fédéral de Harrisburg, en Pennsylvanie, a prononcé un acte d'accusation de 48 chefs d'accusation contre Chiavarella et Conahan, qui incluait le racket, la fraude, le blanchiment d'argent, l'extorsion, la corruption et les violations de l'impôt fédéral. Le 18 février 2011, un jury du tribunal fédéral a déclaré Chiavarella coupable de racket. Le 11 août 2011, Mme Kosick a condamné M. Chiavarella à 28 ans de prison fédérale. Bien que la procédure judiciaire ait été peu montrée, la mère de l'une des victimes de Chiavarella l'a ouvertement confronté à l'extérieur de la salle d'audience, devant les caméras. Chiavarella, quant à lui, s'est défendu de cette confrontation, alors qu'il quittait la salle d'audience après le prononcé de la sentence. S'il se comporte bien, il pourrait être libéré dans moins de 24 ans, à l'âge de 85 ans. Sa date de libération prévue est le 18 juin 2034. Le 9 janvier 2018, les condamnations de Chiavarella pour racket, conspiration en vue de commettre du racket et conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent ont été annulées après que son équipe juridique a fait appel. Le 1er octobre 2019, Chiavarella a été radié par consentement de la pratique du droit par le Commonwealth de Pennsylvanie et le 24 janvier 2020, les procureurs ont officiellement informé le tribunal qu'ils ne chercheraient pas à rejuger Chiavarella pour ses 3 chefs d'accusation. Comme d'autres juges de cette liste, l'ancien juge du 144e district, Angus McGuinty, n'a pas dérogé à la règle. Poursuivi en justice pour avoir accepté des pots de vin en échange de décisions favorables, McGuinty était sur le point de subir un karma brutal au tribunal. Prenez place au palais de justice du comté de Bexar, où l'ancien juge est sur le point d'être condamné. Selon les documents judiciaires et les déclarations du procureur Susan Reeds, de janvier 2013 à septembre 2013, le juge du comté de Bexar Angus McGuinty a sollicité et accepté des pots de vin de l'avocat Alberto Al Acevedo, en échange de décisions judiciaires favorables à Acevedo et à ses clients. Ces pots de vin allèrent de l'argent liquide et des réparations de voitures à l'organisation de la vente du véhicule de McGuinty et même à l'immatriculation d'un véhicule acheté par McGuinty. En échange, McGuinty rendait les décisions judiciaires favorables demandées par Acevedo, notamment des peines plus légères et des conditions de libération moins restrictives pour les clients d'Acevedo. Dans un cas, McGuinty a modifié la peine d'un récidiviste en matière de conduite en état d'ivresse, la faisant passer de la prison à la probation, après qu'Acevedo eut payé un mécanicien travaillant secrètement avec le FBI pour qu'il effectue des travaux sur les voitures du juge. Selon les actes d'accusation contre McGuinty et Acevedo, le juge a reçu des cadeaux, des paiements et d'autres choses, pour un total de plus de 6 655 $. Le 17 mars 2014, Acevedo a plaidé coupable à une accusation de délit de corruption impliquant un programme recevant des fonds fédéraux. En plaidant coupable, Acevedo a témoigné contre McGuinty, ce que le juge a d'abord refusé. Initialement accusé de complot en vue de commettre des actes de corruption dans le cadre de programmes fédéraux, d'extorsion sous couvert d'un droit officiel et de fraude électronique en matière de services honnêtes, l'acte d'accusation de M. McGuinty a ensuite été modifié pour inclure un chef d'accusation d'extorsion sous couvert d'un droit officiel. McGuinty a démissionné le 14 février 2014 et a finalement plaidé coupable le 13 avril 2015 à une accusation de fraude électronique pour services honnêtes. Il a admis avoir privé l'État du Texas et les citoyens du comté de Bexar de ces services honnêtes en sollicitant et en acceptant des pots de vin destinés à influencer ses décisions judiciaires. L'ancien juge de la Cour de district de l'État du Texas, dans le comté de Bexar, a été condamné à 2 ans d'incarcération. Si vous pensiez que le cas d'Angus McGuinty était assez révélateur, attendez de connaître le cas de Teresa Brennan, qui a été accusée de multiples chefs d'accusation, allant même jusqu'à avoir une liaison avec un officier et à utiliser son pouvoir pour influencer des affaires. Rendons-nous au tribunal du comté de Livingston où se déroule l'audience de condamnation de Teresa Brennan.
Le cas de l'ancienne juge du comté de Livingston, Teresa Brennan, était lourd de controverses. De la corruption, une liaison présumée, un mauvais traitement du public et un procès pour meurtre fortement influencé. Tout a commencé en 2017, lorsque l'avocat du divorce de l'ex-mari de Brennan a contacté la commission de titularisation des juges du Michigan à la suite du divorce de Brennan. Elle a été accusée d'avoir eu une relation avec un sergent de la police de l'État du Michigan, ce qui a eu une incidence sur le jugement d'une affaire de double homicide. À l'époque de leur liaison, Furlong s'occupait de l'affaire Jérôme Kowalski, accusé d'avoir tué son frère et sa belle-sœur, Robert et Brenda Kowalski. Brennan était le juge qui supervisait le procès. La commission de titularisation a ouvert une enquête et a finalement décidé que Mme Brennan avait commis une faute grave. Elle a également été accusée de parjure, de falsification de preuves et de mauvaise conduite dans l'exercice de ses fonctions. L'accusation de parjure était passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Mme Brennan a toutefois accepté un accord de plaidoyer qui lui a valu une peine de moins d'1 an d'emprisonnement. Lors de sa condamnation, Mme Brennan a exprimé en larmes les remords que lui inspirait sa conduite, mais cela n'a guère empêché le scandale et la corruption dont son nom fait désormais l'objet. Finalement, Brennan a été condamné à 6 mois de prison, à 200 heures de travaux d'intérêt général et à 18 mois de mise à l'épreuve. Teresa Brennan était peut-être moralement corrompue, mais Timothy Maher, juge de l'invalidité dans un bureau de l'administration de la sécurité sociale du centre-ville de Miami, est allé encore plus loin. De la comparution devant un tribunal pour coups et blessures à une prise d'otage mortelle, l'affaire Timothy Maher a été un exemple flagrant de corruption. Timothy Maher, qui était juge fédéral, a été arrêté en août 2018 après avoir été impliqué dans une dispute domestique présumée dans le comté de Miami-Dade. L'homme de 51 ans a été accusé de 2 chefs d'accusation d'agression, aggravée avec une arme à feu, de maltraitance d'enfants sans lésions corporelles graves et de résistance à un agent sans violence. Il a été arrêté après que son ex-petite amie l'a dénoncé aux autorités. L'ex-petite amie, qui est également la mère du fils de Maher, a déclaré que lorsqu'elle est venue chercher leur fils au domicile du juge, Maher est sorti avec l'enfant et un pistolet à harnais sur sa hanche droite. Il lui aurait dit « Je vais te montrer ce qu'est la douleur ». Pour sa défense, Maher a affirmé qu'elle avait inventé ces allégations car elles étaient fausses et fictives. Comme il n'avait pas d'antécédents criminels, le tribunal a ordonné à Maher de ne pas s'approcher de son ex-compagne et de leur fils. Sa caution a été fixée à 13 000 $ et il a été libéré du TGK Correctional Center. Malheureusement, cette décision s'est révélée être une erreur mortelle. Une semaine seulement après son arrestation, des officiers et des unités du SWAT sont intervenus dans une maison située près de Southwest 240e Street et 113e Passage, après que le juge Timothy Maher ait prétendument pris en otage 3 personnes, dont un adolescent. Selon la police de Miami-Dade, une personne à l'intérieur de la maison a envoyé un SMS à quelqu'un pour demander de l'aide, disant qu'elle était retenue en otage dans la maison. Il a été confirmé que peu avant 9h30, des agents sont entrés dans la maison après avoir entendu un coup de feu. Les 3 personnes qui étaient retenues en otage ont pu sortir saines et sauves avant que les agents ne découvrent le corps de Maher à l'intérieur. Ce dernier est mort d'une blessure par balle qu'il s'est lui-même infligée, l'impasse ayant duré une dizaine d'heures. C'est ainsi que s'achève cette vidéo de juge malveillant qui se voit infliger un karma brutal dans la salle d'audience. Chacun de ces cas sert d'avertissement pour les personnes en position de pouvoir, leur faisant savoir que personne n'est au-dessus de la loi. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur les cartes qui apparaissent sur votre écran pour découvrir d'autres vidéos intrigantes comme celle-ci. Je vous attends de l'autre côté.